Bienvenue donc dans notre atelier consacré aux accords de libre-échange. Je me présente que je suis Monsieur Bertrand Bernard, je suis responsable du pôle action économique des douanes de Bayonne. Voilà. Donc je vous propose effectivement de faire un petit décryptage des échanges. On ne pourra pas trop rentrer dans le détail puisqu'on a un temps quand même qui est limité, qui est créé. Dans un premier temps, on verra les enjeux et les objectifs, puis les principes généraux, à savoir la préférence tarifaire, l'origine préférentielle, ainsi que le statut d'exploitateur. Ensuite, on plus précisément sur chacun des accords pour voir un peu les pieds. On verra également, on fera un petit point aussi sur les accords à venir. Donc pour l'heure, je vais mettre en partage l'écran pour que vous ayez la présentation. Voilà. Donc ici, vous avez précisé quels sont les accords les plus récents. On les a listés par ordre d'ancienneté, sachant que la Corée du Sud, effectivement, l'accord a été signé en 2011. Grosso modo, ça correspond effectivement à l'ancienneté. Ce n'est qu'une partie des accords. Là, on fait un petit focus sur les accords les plus récents, sachant que l'Union européenne a conclu en tout plus de 70 accords. Ça représente à peu près 2/5 de ces échanges avec les autres pays, les autres pays tiers. Pour avoir une petite vue d'ensemble des accords, bon, on a les accords d'association avec des pays méditerranéens, soit l'Algérie, l'Égypte, Israël, Maroc, des accords avec le Mexique et le Chili, avec la zone économique islandaise, le Liechtenstein ainsi que la Norvège, une union douanière, donc quelque chose de plus abouti, avec la Turquie, Andorre également, et des accords avec les pays Balkans, ainsi que la Suisse. Ensuite, on a ces accords dont on va notamment parler aujourd'hui, qui sont des engagements qui sont un peu plus poussés, un peu plus larges, qui concernent les échanges de biens, mais pas uniquement. Ça concerne également les services, les investissements, les marchés publics, la concurrence, vous voyez, y compris les subventions. Ça concerne le Canada, qu'on verra, l'Amérique centrale avec le Costa Rica, le Salvador, Guatemala, Honduras, donc tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam, et il ne faut pas non plus oublier effectivement les accords asymétriques qui ont un but en fait de permettre le développement de certains pays qui ont besoin effectivement d'un coup de pouce à ce niveau-là, quoi. C'est notamment les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, donc ce qu'on nomme les ACP. Concernant donc toujours ces accords les plus récents sur lesquels on fait aujourd'hui, qu'on traite aujourd'hui de manière plus spécifique, on vous a donné quelques chiffres qui concernent l'enjeu local au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on a les valeurs export de toutes les entreprises qui sont installées dans la région Nouvelle-Aquitaine. On peut dire que le montant annuel cumulé de toutes les exportations appréciées sur les 3 dernières années, c'est-à-dire 2017, 2018 et 2019, à destination donc des pays qui sont listés sur votre gauche là, ça représente à peu près, grosso modo, 1,3 milliard sur une année pleine. Donc il faut le comparer effectivement aux 14,5 milliards d'exploitation totale, qui correspond donc la valeur totale effectivement de toutes les exploitations qui sont réalisées par les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, soit à peu près 9%. Donc aujourd'hui, on traite qu'une partie des accords les plus récents, mais on voit quand même qu'effectivement ça pèse, ça commence à peser un peu sur notre balance des exportations. Dans les palmarès, plus spécifiquement pour les flux export, toujours en moyenne annuelle appréciée sur les 3 dernières années, on voit que le Canada arrive en tête avec 391 millions. Donc là, on peut dire quand même qu'il y a une certaine stabilité, je veux dire, depuis quelques années. Entre 2017, 2018, 2019, ça reste à peu près constant, 391 millions. Le Japon arrive en deuxième position avec 364 millions. Et là, il y a une nette progression, sans doute effectivement liée au fait de la signature, la mise en vigueur de l'accord. Donc on voit quand même qu'il y a une nette progression entre 2017 et 2018. La Corée du Sud, 218 millions d'euros. Là, on a une stabilité. Pour la Côte d'Ivoire, 125 millions d'euros, avec une nette progression là aussi, surtout en 2019.
là, sans doute aussi en lien avec l'accord qui vient d'être signé avec la Côte d'Ivoire. Le Vietnam est à 80 millions en valeur export moyenne annuelle sur les 3 dernières années, avec une augmentation un peu plus douce, mais qui est surtout significative en 2018. Pour les pays et territoires d'outre-mer, on est à 95 millions, plutôt une stabilité. Et il en est de même effectivement pour les pays d'Afrique orientale et australe, où on est à peu près à environ 55 millions d'euros en valeur export sur une année. Et là aussi, on note quand même une stabilité. Je voulais faire aussi un petit point sur, en fait, comme je vous l'ai annoncé, le principe qui régit un peu effectivement tous ces accords de libre-échange. Le principe premier est effectivement la préférence tarifaire. Et là, l'objectif, on voit que c'est effectivement de lever les barrières tarifaires. Clairement, ça veut dire éliminer ou au moins réduire fortement les droits de douane. Et pas uniquement donc effectivement les barrières tarifaires, mais également d'autres formalités qui peuvent subsister et qui peuvent jouer comme des restrictions ou des obstacles au commerce international. Donc certains accords effectivement portent principalement sur l'élimination des droits de douane, mais comme on a pu le voir déjà auparavant, on a également des régimes commerciaux qui sont un peu plus poussés, plus en avant, qui sont plus solides et qui sont portés sur d'autres règles et valeurs qui ont trait notamment au commerce ou au développement durable. Ces accords donc de préférence tarifaire peuvent être bilatérales ou unilatérales, ce qui signifie que quand c'est bilatéral, cette réduction tarifaire s'applique dans les deux parties de l'accord, Union européenne et pays partenaires. Quand c'est unilatéral, ça ne s'applique que dans un des deux pays partenaires. C'est notamment le cas pour les accords unilatéraux avec les pays en voie de développement, donc sur lequel on reviendra un peu plus en avant. Les conditions à respecter, c'est que le produit soit originaire du pays d'exportation. Ça, c'est au sens de l'accord. On y viendra plus aussi de manière plus détaillée par la suite. Il y a des règles spécifiques qui sont prévues à chaque accord. Et pour cela, il faut effectivement en attester avec une preuve d'origine qui doit être valable et qui doit être présentée au moment du dédouanement. Les preuves d'origine qu'on trouve habituellement, ce sont les certificats Formule A pour tous les pays qui sont dans le système de préférence généralisé, c'est les pays en développement. C'est un certificat EUR MED pour certains pays méditerranéens, et on a également donc l'EUR1, le certificat de circulation EUR1 pour tous les autres cas. Donc ça, c'est le certificat classique tel qu'il existe. Pour les envois qui sont inférieurs à 6 000 €, les exploitateurs peuvent également établir simplement une déclaration sur la facture ou sur tout autre document commercial, quel que soit le pays partenaire commercial. Ça, c'est un principe un peu général. On verra qu'il souffre quand même une petite exception, mais retenez-le, jusqu'à 6 000 €, on peut attester de l'origine sur un document commercial. Pour les envois qui sont d'une valeur supérieure, donc là, on tombe effectivement soit dans ces cas de certificat qu'on a énoncé auparavant, un certificat A, EUR1 ou EURMED. Sinon, on tombe aussi sur d'autres systèmes, notamment sur l'exploiteur agréé. Je le détaillerai plus précisément par la suite. Et l'exploiteur enregistré, avec un système qui lui aussi est spécifique, qu'on verra plus en avant également. Voilà. Seulement pour mémoire, il faut savoir que le certificat d'origine non préférentiel, ça peut être requis pour certains produits, qui est délivré par les chambres de commerce et d'industrie, CCI. Ce n'est pas un certificat qui permet de bénéficier d'un traitement préférentiel, voilà, au sens de l'origine préférentielle. Toujours donc dans le principe de la préférence tarifaire, le démantèlement tarifaire, c'est-à-dire la réduction, l'élimination des droits de douane peut être progressive, on le verra après quand on analysera les particularités de chaque accord. Eh bien, pour ce faire, donc pour connaître effectivement la situation, les droits de douane qui sont toujours applicables à l'importation dans le pays partenaire, je vous engage donc fortement à aller consulter les bases communautaires telles qu'elles sont indiquées sur la diapositive, et notamment sur le portail Access to Markets, qui est très très bien fait,
qui propose une base de données sur l'accès au marché avec un assistant commercial, un trade help desk, qui vous permet donc de connaître les droits de douane, taxes et toutes les règles et exigences qui sont applicables produit par produit pour tous les pays de l'Union européenne et également donc pour les autres pays avec lesquels l'Union européenne commerce. Il y a plus de 120 pays qui sont repris là-dedans. Vous trouverez également donc sur ce portail le code de la nomenclature tarifaire, voilà, ce qu'on appelle le système SH, un système harmonisé pour désigner les marchandises. Et donc cette nomenclature, elle est nécessaire, obligatoire pour connaître effectivement le taux du droit de douane qui est applicable, ainsi que la taxation. Dans les généralités, on voit qu'il existe des conditions préalables. Je veux dire, il faut disposer d'un numéro EORI. EORI, ça signifie, en fait, c'est un acronyme anglais qui signifie enregistrement et identification des opérateurs économiques. Il a été mis en place dans l'Union européenne en 2009. C'est un identifiant unique qui est attribué par les autorités douanières. Donc en France, c'est la douane française, bien sûr, qui l'attribue. Il est utilisé donc ce numéro dans toutes les relations que l'entreprise peut avoir avec la douane. Donc c'est une base communautaire européenne et pour par exemple déposer sa déclaration en douane, vous aurez besoin d'un numéro EORI. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, donc, on vient à l'agrément sur ce statut d'exportateur qu'on détaillera par la suite. Là, vous vous rapprochez donc de votre pôle action économique avec un formulaire en ligne qui existe. Soit c'est une inscription en ligne directe pour un statut spécifique, soit c'est sur papier pour l'exploiteur agréé. Voilà. Mais le formulaire est téléchargeable sur le portail de la douane. Vous aurez un seul numéro qui vous sera délivré en tant qu'exportateur, soit enregistré, soit agréé, on le verra après, quels que soient les accords. Voilà. Et ensuite, donc, dès l'instant où il y a un nouvel accord qui se met en place, où vous avez un nouveau trafic à destination d'un pays partenaire dans un accord déterminé, qui n'est pas repris sur votre autorisation ou votre enregistrement, à ce moment-là, il y a un avenant qui est en fait ajouté à votre autorisation. Mais le numéro d'identifiant reste le même. On poursuit sur les généralités, donc on l'a vu, pour les envois qui sont inférieurs ou jusqu'à 6 000 €, c'est une simple déclaration sur facture. Au-delà, on est sur soit les certificats pour les accords qui le prévoient, certificat EUR1 notamment, soit des agréments ou enregistrements du statut d'exportateur. Donc ça c'est assez important, comme je vous l'ai dit. Donc ça se fait maintenant beaucoup de manière dématérialisée, de l'obtention de cet agrément. Pour attester du caractère originaire des produits, ça se fait effectivement en fonction de règles spécifiques qui sont reprises dans les annexes de chaque accord. L'architecture reste grosso modo la même. Je vous dirai un peu après effectivement ce qu'on entend par règles spécifiques. De la même façon, donc, la mention d'origine qu'il faut faire figurer sur tout document commercial en dessous ou jusqu'à 6 000 € sans avoir besoin d'un agrément. Au-dessus, eh bien, avec un statut d'exploitateur, eh bien, il faut également faire figurer une mention d'origine sur les documents commerciaux, et cette mention d'origine, elle est spécifiée à chaque accord. Il faut savoir que, bon, en ce qui concerne cette mention d'origine, il peut y avoir effectivement de légères divergences ou des erreurs, ce qui peut être admis dès l'instant où il n'y a pas de doute sur l'exactitude des déclarations qui sont contenues dans le document sur l'origine préférentielle. Ça, c'est donc une diapositive qui est assez importante. Ça concerne donc effectivement toute la conduite je veux dire, qu'il faut tenir pour déterminer si oui ou non il faut recourir à l'origine préférentielle. D'abord, il faut effectivement identifier la nomenclature tarifaire, c'est ce qu'on appelle le code SH, un système harmonisé, qui dans l'Union européenne est un peu plus abouti. Ça part du SH qui est à 2 voire à 4 chiffres pour la position tarifaire, et qui va jusqu'à 8 chiffres, ce qu'on appelle la nomenclature combinée dans l'Union européenne. Donc cette nomenclature combinée à 8 chiffres, elle est commune à tous les pays de l'Union européenne, mais elle se fonde sur le code du système harmonisé. Et c'est donc effectivement cette codification qui détermine
les droits de douane et la taxation, ainsi que tous les règlements qui peuvent être applicables. Hein. Voilà. Donc ça, il faut d'abord déterminer effectivement de quelle nomenclature relève le produit. Ensuite, par rapport à cette nomenclature, il faut se poser la question de savoir s'il y a un accord qui existe, un accord de partenariat avec le pays client vers lequel vous souhaitez exporter. S'il n'y a pas d'accord de partenariat, à ce moment-là, on est sur l'origine de droit commun, donc il n'y a pas nécessité de déterminer l'origine préférentielle. Par contre, s'il y a un accord, effectivement, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il est opportun de recourir donc effectivement à cette origine préférentielle. Donc, est-ce qu'il y a des droits de douane à l'arrivée dans le pays de destination? Toute cette étude, hein, vous pouvez la faire hein, sur Access to Market. Où vous aurez toutes les données qui sont à votre disposition. Si il n'y a pas de droit de douane à l'arrivée dans le pays de destination, ben à ce moment-là, il n'y a pas effectivement d'intérêt à mettre en œuvre l'origine préférentielle. En revanche, s'il y a effectivement des droits d'importation, et ben là, il faut effectivement étudier les règles hein, qui sont spécifiques à chaque accord, notamment les règles, justement les règles spécifiques hein, particulières, pour déterminer si vous pouvez revendiquer l'origine préférentielle ou non du produit. Les statuts, on l'a pas mal évoqué, hein, les statuts d'exportateur. Donc, tous les accords qu'on va voir là, tous ces accords récents qu'on a abordés auparavant, eh bien, obligatoirement, il y a recours au statut donc d'exportateur. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, notamment pour la Corée, vous ne pouvez pas recourir au certificat EUR1. Donc, il faut être soit enregistré, soit agréé. L'exploiteur enregistré, eh bien, c'est en fait, vous avez la démarche. Hein, il faut d'abord s'identifier hein, sur le portail des services en ouvrant un compte. Il y a un formulaire d'habilitation hein, au PPD qu'il faut souscrire hein, pour demander donc l'adhésion. C'est un téléservice Sopranorex qui vous permet de vous enregistrer en ligne. Voilà. Et vous pourrez également mettre à jour l'autorisation dans Soprano chaque fois qu'il y a un avenant à rajouter hein, ce qu'on a évoqué auparavant à votre autorisation. Pour l'exploiteur agréé, on est sur un dispositif qui est un peu plus ancien. Là, il y a un formulaire papier hein, qui est téléchargeable sur le portail de la douane et qu'il faut déposer au niveau de votre PAE. Vous pouvez aussi, hein, il faut savoir que pour l'enregistrement, vous pouvez vous aussi aller vérifier si des sociétés avec lesquelles vous-même vous êtes en relation sont bien identifiées dans une base, hein, parce que enregistrer signifie bien enregistrement dans une base communautaire, et donc vous pouvez également vérifier la validité des enregistrements dès l'instant où vous avez des échanges avec des pays partenaires hein, et l'origine préférentielle est revendiquée. On en vient donc maintenant aux accords précisément. Hein, je commence par le plus ancien, c'est celui de la Corée du Sud. Il est entré en vigueur déjà depuis maintenant 9 ans, hein, j'ai en mai un peu plus même, mai 2011. Il est basé sur le statut d'exportateur agréé avec une déclaration d'origine sur facture. Le principe, il est le même, on le reproduira hein, pour tous les accords qu'on va voir ici, à l'exception hein, des pays et territoires d'outre-mer, mais sinon on est sur le même principe, c'est-à-dire que en dessous, jusqu'à 6 000 € inclus, c'est une déclaration sur facture, sans avoir besoin de recourir à ce statut. Au-delà, et sans limitation donc de valeur, vous devez effectivement être agréé hein, et avoir ce statut d'exploiteur agréé. Comme je vous l'ai indiqué, hein, pas de délivrance, il n'y a plus de délivrance hein, donc de certificat EUR1 pour la Corée. Juste un petit zoom hein, sur l'état de l'accord commercial donc avec la Corée du Sud. Hein. Donc là, on est sur un démantèlement tarifaire. Hein, donc il y a eu suppression des droits de douane sur presque tous les produits. Aujourd'hui, on est à 98,7%, hein, y compris les produits de la pêche, hein, les produits agricoles. Il y a également d'autres obstacles qui subsistaient, hein, des obstacles non tarifaires, hein, notamment pour l'exportation vers la Corée du Sud, hein, notamment l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'électronique, hein, les produits chimiques. Donc c'était des secteurs qui étaient essentiels qui sont toujours d'ailleurs essentiels pour la Corée du Sud et que vous souhaitez protéger. Mais là aussi, l'accord commercial a permis de lever ces obstacles non tarifaires. Hein. Je vais davantage insister sur ce premier accord, justement sur les règles spécifiques, hein, pour vous dire en quoi elles consistent, sachant que de toute façon elles sont reproduites dans chaque accord. Il peut y avoir bien sûr hein, des spécificités, mais elles respectent plus ou moins les mêmes normes.
Qu'est-ce qu'on entend comme effectivement produit originaire au sens de l'origine préférentielle? Donc là, en l'espèce, originaire soit de l'Union européenne, soit de Corée du Sud. Hein. Ben, premièrement, bien sûr, c'est les marchandises, les produits qui sont entièrement obtenus dans l'Union européenne ou en Corée du Sud, mais également les produits qui sont exclusivement obtenus à partir de matières originaires de l'Union européenne ou de Corée du Sud, donc c'est les produits transformés, mais uniquement à partir de matières originaires. Ensuite, on en vient au troisième cas qui concerne les produits qui ont été justement fabriqués dans l'Union européenne ou la Corée à l'aide de marchandises non originaires. Mais là, il y a des conditions, à condition que ces matières aient fait l'objet d'ouvraison ou de transformation suffisante, au sens, effectivement, des accords. Donc, on parle de transformation suffisante. Et ensuite, donc là, ça veut dire quoi clairement? Qu'il faut aller aux annexes pour vérifier que le produit qu'on aura préalablement classé, pour lequel on aura une nomenclature, quelles sont les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme suffisantes pour conférer le caractère originaire. Un exemple, par exemple, les biscuits qui sont repris à la nomenclature 1905. Eh bien là, il faut que ces produits ils soient fabriqués à partir d'ingrédients de toutes les positions, donc des autres positions tarifaires, sauf celle du produit fini. Clairement, il faut mettre en œuvre des ingrédients qui ne relèvent pas du 1905 dont relèvent les biscuits. Donc là, on a en fait quelque part une règle qui concerne le changement de position tarifaire. Voilà. Là, on a abordé un peu les règles spécifiques d'origine. Il y a d'autres critères qui sont prévus dans chaque accord. Ça concerne notamment, ça amène en fait une flexibilité. C'est une marge de manœuvre. C'est la règle de la tolérance qui permet donc aux producteurs d'utiliser des matières non originaires d'une valeur maximale de 10% du prix de départ usine du produit fini. Mais sachant qu'effectivement c'est interdit normalement par les règles spécifiques. On les a vu, les règles spécifiques qui prévoient des ouvraisons très spécifiques, justement très très particulières. Eh bien, on peut déroger dans l'intégration des matières non originaires à hauteur de 10%. Donc on appelle ça la tolérance de 10%. On a également donc le cumul bilatéral dont on a déjà parlé auparavant, multilatéral, bilatéral ou unilatéral. Là, il y a un cumul bilatéral qui est prévu, c'est-à-dire que les matières originaires de Corée du Sud peuvent être considérées comme originaires de l'Union européenne lorsqu'elles sont utilisées dans la fabrication d'un produit dans l'Union européenne et vice-versa, également dans l'autre sens. Vous voyez, donc, on peut indifféremment utiliser des matières originaires des deux pays partenaires. C'est ce qu'on appelle le cumul bilatéral. On a également donc la règle du transport du transport direct qui doit être respectée, c'est-à-dire que au cours du transport, ces marchandises ne doivent pas subir de transformation supplémentaire. C'est ce qu'on appelle en fait la règle de non-modification du produit, la règle du transport direct, qui est également spécifiée dans cet accord. On retrouvera plus ou moins effectivement tous ces éléments dans les autres accords qu'on va lister maintenant. Le Canada qui a été mis en place en 2017. Donc là, on s'appuie sur le nouveau statut exploitateur enregistré. Et on est sur le même dispositif, je veux dire, avec une attestation d'origine sur document commercial, soit effectivement le statut REX, opérateur enregistré pour les valeurs au-delà de 6 000 €. On peut dire pour le Canada que dans cet accord, 98% des droits de douane, des lignes tarifaires ont été supprimés depuis la mise en vigueur de l'accord. Et il y a en fait les deux parties sont convenues d'éliminer progressivement les droits de douane suivant un calendrier de démantèlement tarifaire. En clair, d'ici 2024, 99% de l'ensemble des lignes tarifaires auront été supprimées, pour lesquelles il ne subsistera plus de droits de douane. Il existe toujours des contingents tarifaires, puisqu'on a toujours on a encore 2% le droit résiduel, de lignes tarifaires qui subsistent. Des contingents tarifaires, c'est quoi? C'est qu'en fait, on détermine des volumes spécifiques de marchandises qui bénéficient d'un traitement préférentiel dans un délai donné. Voilà. C'est des quotas, contingents tarifaires. Donc, il y en a quand même qui subsistent dans le cadre de cet accord. Voilà, donc il y a encore aussi d'autres obstacles. Je vous ai parlé d'obstacles non tarifaires. Là, un exemple par exemple au Canada, il y a des obstacles qui subsistent toujours pour les spiritueux tels que le gin, la vodka ou le whisky. En clair, il y a toujours une taxe différentielle sur les coûts de service qui frappe durement les produits non canadiens. Et de la même façon, il y a toujours en fait une extension des points de vente privés
qui sont ouverts uniquement aux producteurs canadiens, alors qu'en fait l'accord prévoit une limitation et une réduction de ces points de vente, qui réserve uniquement, je dirais effectivement, la distribution à des producteurs canadiens. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le cas de figure où on a des obstacles non tarifaires. Il est prévu dans le cas de l'accord qu'on y mette un terme. Pour le reste, donc j'insisterai pas plus, on a les mêmes règles que pour l'accord de Corée du Sud. Le Japon donc un accord plus récent, bâti également sur le statut d'exportateur enregistré. On a les mêmes limites. Il faut savoir que lors de l'entrée en vigueur, l'accord libéralisait 99% des lignes tarifaires, donc c'est quelque chose d'assez ambitieux, mais ça c'est 99% à l'entrée dans l'Union européenne et 97% des lignes tarifaires japonaises au Japon. On a également des contingents tarifaires. On a une suppression progressive qui est toujours programmée là aussi de tous les droits de douane. Il y a un calendrier là également, le démantèlement tarifaire qui est en place, qu'on peut consulter. Tout ça, vous pouvez le consulter sur le site de l'Union européenne. Il y a en plus effectivement quelques mesures de sauvegarde bilatérales qui peuvent subsister, je veux dire, pour une restriction temporaire de certaines importations, d'un instant effectivement où on souhaite protéger une branche particulière de la production nationale. Voilà. Le Vietnam, donc ça c'est les accords les plus récents. On a également ici recours au statut d'exploiteur enregistré. Le Vietnam, à l'entrée en vigueur de l'accord, a supprimé 65% de ses droits sur les marchandises de l'Union le jour de l'entrée en vigueur. Avant l'accord, en fait, le Vietnam donc appliquait les droits de douane pouvant aller jusqu'à 50%. Sur les valeurs des exportations des produits, notamment des produits agroalimentaires de l'Union européenne, et 78% même pour les produits alimentaires. Donc aujourd'hui, grâce à ces accords, effectivement, ces barrières tarifaires ont été donc nettement baissées. Toujours en vertu de cet accord, il est prévu de réduire progressivement les droits de douane dans un délai de 10 ans à compter de 2020. Clairement, en 2030, il ne devrait plus subsister de droits de douane à l'entrée au Vietnam. Là aussi, on est sur les mêmes règles d'origine que ce qu'on a vu précédemment. La Côte d'Ivoire, donc là on est plutôt effectivement dans un accord qui est un peu plus global, qui concerne l'Afrique de l'Ouest avec 16 pays. C'est un accord en fait d'étape qui a été souscrit avec la Côte d'Ivoire et le Ghana pour en fait marquer, je veux dire temporairement l'entrée en vigueur de cet accord qui va être beaucoup plus global et qui va englober 16 pays, 16 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc là on est plutôt sur quelque chose d'unilatéral, c'est-à-dire que il y a franchise totale, il y a plus de lignes tarifaires existantes pour les importations dans l'Union européenne. Par contre, je veux dire, il y aura une libéralisation progressive des importations dans ces pays qui se fera sur une période de 20 ans. Pour les pays et territoires d'outre-mer, donc là aussi c'est très récent. On passe maintenant aussi par ce statut donc d'exploitateur enregistré. Donc il faut savoir effectivement que les pays et territoires d'outre-mer ne font pas partie du territoire douanier de l'Union européenne. Ce sont des pays associés. Il y a donc là une période donc de transition, je veux dire pour le Royaume-Uni, donc il faut tenir compte, c'est-à-dire qu'à terme là au 1er janvier 2021, eh bien les pays territoires d'outre-mer britanniques ne seront plus non plus considérés comme pays comme statut, on n'aura plus non plus statut d'associé. On ne pourra pas non plus recourir effectivement à l'origine préférentielle grâce au statut d'exploiteur enregistré. Là, la règle de tolérance va un peu plus loin, elle est à 15%. Enfin, les pays d'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique orientale, pardon, et australe. Donc, c'est un accord très très récent. Ça concerne, vous avez marqué, Seychelles, Zimbabwe, l'île Maurice, Madagascar, les Comores et la Zambie. Là, on est sur un dispositif asymétrique. Voilà. Et là, on est aussi sur le statut d'exploiteur enregistré. Les accords à venir, la Nouvelle-Zélande. Voilà, à partir les négociations sont ouvertes depuis 2018. L'Australie ouverte une négociation aussi en 2018. Le Mercosur avec l'Amérique latine. Il y a un accord de principe qui a été signé en 2019. Et le Royaume-Uni, donc les négociations, comme vous le savez, je dirais aujourd'hui, il y a toujours un round qui est ouvert là. Mais l'échéance est fixée jusqu'au 31 décembre 2020. S'il n'y a pas d'accord, eh bien c'est les règles de l'Organisation mondiale du commerce qui s'appliquent.
Voilà, donc j'ai terminé avec un tout petit peu même d'avance finalement. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Vous avez les coordonnées effectivement des pôles action économique de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'affiche. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je vous engage fortement à aller sur ces bases communautaires et également sur le portail douane.gouv.fr où vous avez également un référentiel intégré du tarif douanier, mais de l'Union européenne. Voilà. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Voilà, je vous souhaite une bonne, de bons ateliers encore pour venir. Et voilà, je dis donc au revoir. Oui, oui.